L'orgue de Bolbec a été construit en 1630 par Guillaume Le Cellier, un facteur écossais installé à Rouen au début du XVIIe siècle. On connaît peu de choses de sa provenance, plutôt de sa formation en atelier. Il s'avère qu'il a eu une grande aura au XVIIe siècle, soutenu par le grand Jean Titlouze. Jean Titlouze, arrivé en 1585 à Rouen, organiste très réputé, avait fait venir de nombreux facteurs flamands pour développer les orgues, les fameux instruments de la ville de Rouen. Sous son égide, cette ville est devenue un peu capitale de l'orgue, mais aussi capitale de la modernité de l'orgue, puisque c'est la facture flamande qui va s'imposer. Et Guillaume Le Cellier en est un représentant très important. Cet orgue-là donc, a été construit pour l'église Sainte-Croix-Saint-Ouen de la ville de Rouen et a été acheté par la ville de Bolbec en 1792 sur les mobiliers de la Révolution qui étaient vendus à cette époque. Elle l'a acheté parce que son église avait brûlé quelques 30 années précédentes et avec une nouvelle église, il se devait de se doter d'un nouvel instrument. En 1630, l'orgue était installé à l'aplomb d'une tribune, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de buffet dorsal, mais un seul buffet qui englobait deux claviers, un clavier de grand orgue et un clavier de positif dit de poitrine. Pour preuve, deux sculptures du soubassement qui devaient insérer une plate-face, c'est-à-dire une série de tuyaux qui était donc la façade de la partie basse. La partie haute de cet orgue est relativement décorée et nous montre un entablement bien décoré de poutis, d'ornements, des colonnes en tiers-point qui sont révélateurs de ce style Louis XIII. Nous avons aussi deux encorbellements de chaque côté de l'orgue qui sont aussi très typiques de ce facteur et de son école. Les décors d'instruments de musique aussi donc égayent le buffet. Ce buffet devait être très probablement peint de différentes couleurs. Malheureusement, la dernière restauration n'a pas retenu ce travail. Donc l'orgue est un instrument à vent, contrairement à ce qu'on peut croire, puisqu'on l'associe souvent au piano. L'orgue est plus proche de l'accordéon que du piano. Le piano est un instrument à cordes, donc l'orgue un instrument à vent. Pour preuve, ces trois grands soufflets qui envoient du vent dans l'instrument sont semblables à des grands soufflets de forge. Voilà. Un pompeur actionnait l'instrument lorsque l'électricité n'existait pas. Donc il fallait toujours deux personnes pour jouer l'instrument. Un pompeur qui actionnait les soufflets et l'organiste qui jouait les claviers. Ce vent est collecté par ce gros tube de bois et il est envoyé dans l'instrument
il est envoyé dans les différentes parties d'instruments. Nous voyons à cet endroit le porte-vent qui se dirige vers la partie du grand orgue, la partie ut, le sommier qui recevra donc l'air dans sa laie. Toutes les parties de l'orgue sont alimentées par des porte-vents plus ou moins importants. Ici, la mécanique. Tout d'abord, dans le bas, la mécanique du positif, avec ses pilotes carrés. Dans sa partie supérieure, nous avons les mécaniques des deuxième et troisième claviers. Et tout en haut, celle du quatrième clavier. En actionnant une touche, nous voyons avec système de transmission, de vergette puis de bascule, le mécanisme, le geste de l'organiste est transmis donc par ces tiges de bois, fils de bois, bascule, jusqu'au clavier. Ici, le quatrième clavier, avec sa tuyauterie et son petit sommier construit entièrement à l'ancienne. On peut aussi, dans cette partie arrière de la mécanique, on peut voir aussi la transmission des registres. Donc c'est la sélection des jeux qui se fait avec ces tirants, on appelle ça tirant de registre. Lorsque un organiste choisit un jeu, voilà le mouvement qui est effectué. Alors nous sommes ici à l'étage du grand orgue, c'est-à-dire la partie principale de l'instrument. Deuxième clavier donc appelé grand orgue. Donc vous avez une forêt de tuyaux, la partie donc la plus sonore et une partie très développée. Vous avez ici tout derrière les jeux d'anches et les tuyaux à bouche, deux familles de tuyaux différents qui sont donc installés de part et d'autre. Deux plans, un plan appelé côté ut et l'autre le côté ut dièse, pour répartir les poids. Ces deux plans sont nécessaires. Les sommiers sur lesquels sont posés les tuyaux sont d'origine de 1630. En haut de cette échelle, vous avez le troisième clavier, le clavier de récit. Il comporte deux jeux. Les fils de bois, ici, que vous voyez au bout, derrière cette échelle, sont appelés vergettes et donc transmettent le mouvement du troisième clavier à ce clavier. De part et d'autre de ce grand orgue, vous avez le clavier de pédale, donc qui insère la partie principale. Les basses, donc, partent de droite et de gauche de l'instrument pour englober le son, les mélodies, les polyphonies. Nous sommes ici à la console, devant les 4 claviers et pédaliers à la française. Le premier clavier, clavier de positif, joue le petit orgue qui se trouve derrière l'organiste. Positif dorsal. Le deuxième clavier joue le clavier principal, appelé clavier de grand orgue. Le troisième clavier joue un petit orgue appelé récit qui se trouve juste derrière la tourelle centrale. Le quatrième clavier joue un petit orgue qui se trouve juste derrière le panneau de pupitre.
Il est appelé clavier d'écho parce qu'il est inséré dans le sous-bassement. Et le pédalier à la française est un clavier à part entière, comparable au clavier, puisqu'il a tous les tons et demi-tons d'un clavier, organisés de la même façon, mais aux dimensions des pieds. Voilà, ce pédalier joue des parties extrêmes de l'orgue, de droite et de gauche. Les registres, c'est-à-dire les couleurs de l'instrument, les couleurs sonores, différents timbres de l'instrument, sont actionnés de cette façon, en tirant l'un après l'autre, ou ensemble, de façon à créer des sonorités. Donc, la variété des timbres et la multiplication des claviers créent la richesse du dialogue de l'orgue. Les parties extrêmes, de droite et de gauche, de la partie supérieure, donnent les sonorités du quatrième clavier. Les parties supérieures, trompette et cornet, jouent le troisième clavier. Les deux dessous jouent les 4 jeux de pédales. Toute la partie supérieure, ici, joue le clavier de grand orgue. Et la partie de positif est installée dans le sous-bassement. Une autre particularité des orgues baroques, l'accouplement à tiroir, s'actionnant ainsi. Cet orgue-là a aussi une particularité, disons plutôt rouennaise, puisque nous savons qu'en 1787, l'orgue de Boivin a été construit par ce que nous appelons une tirasse. Il a été construit avec ce que nous appelons une tirasse, c'est-à-dire la possibilité, avec les pieds, de jouer des touches du clavier principal. Nous savons peu des travaux successifs de cet orgue. Le principal concerne Charles Lefebvre, qui en 1728 va profondément transformer l'instrument et le remettre au goût du jour. Le goût du jour, c'est additionner 3 claviers, ou plutôt transformer un clavier, c'est-à-dire le positif qui était dans le sous-bassement va être déplacé dans le dos de l'organiste et il va ajouter 2 autres claviers, le 3e et le 4e, clavier de récit et clavier d'écho. Il y aura quelques modifications de jeu de façon à rendre l'orgue plus galant. Mais l'esthétique de Le Cellier, le fond principal, est gardé. Et nous retrouverons en 1852, lors d'une restauration de Cavaillé-Coll, cette composition à quelques jeux près. Et donc, c'est ainsi qu'il nous arrive jusqu'à notre époque avec un fond de 1630 très important et les ajouts de Charles Lefebvre qui sont toujours dans cet instrument. Pour terminer, la dernière intervention donc, date de 1999 des ateliers Bertrand Cattiot. Et il s'agit de revenir à l'état de l'instrument au moment de la Révolution.
c'est-à-dire de supprimer les ajouts que Cavaillé-Coll avait effectués. Raison pour laquelle il a été remis dans un état baroque le plus original possible. Alors, la richesse de cet orgue réside justement dans son ouverture. Non seulement on peut jouer toute la littérature du XVIIe siècle français, de Jean Titlouze et même avant, jusqu'à la fin du début XVIIIe siècle, mais on peut très aisément et avec beaucoup de bonheur jouer toutes les écoles polyphoniques de la fin du XVIe et du début du XVIIe. École très riche. Donc il s'agit de l'école anglaise, il s'agit de l'école flamande, avec les grands maîtres tels que Peter Cornets, Peter Phillips, Swilling. Il s'agit de l'école espagnole, avec des Capizón, des Correa, des Jiménez. Il s'agit des Allemands, qui ont encore un accord mésotonique au début du XVIIe siècle. Donc la richesse de cet orgue-là en fait un instrument très ouvert qui joue à peu près 2 siècles de musique. Les organistes professionnels, particulièrement spécialistes des orgues baroques, connaissent et reconnaissent la qualité de cet instrument. De nombreux sont passés, le bouche à oreille bien sûr, entre professionnels fonctionne très vite et il a été vite repéré comme un instrument exceptionnel en France. Les plus grands organistes, les plus réputés, on va dire plutôt, sont passés durant 25 ans autour de cet orgue, que ce soit de Hollande, d'Angleterre, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, etc. Même des États-Unis, plusieurs sont venus même passer la journée simplement pour le plaisir de jouer cet instrument prestigieux. L'unanime admiration des organistes, facteurs d'orgue, experts, mélomanes, ou simples passants est le simple constat. Il n'est pas besoin de connaître telle prouesse ou telle particularité de l'orgue. Il suffit de déguster sa plénitude, la justesse émotionnelle de son chant, la variété de ses timbres, qui ne nuisent en rien à son unité.